le back-office des nouvelles formes de commerce. C'est vrai que c'est... on m'a imposé ce titre, hein. Il n'est pas très sexy, mais on va le rendre sexy, notamment grâce à Véronique. Vous avez remarqué que... Mais bon, c'est notre alibi femme hein, de la table ronde, donc... c'est le quota imposé par les universités. Nous, à Aix, pas de soutenance de thèse, à au moins une femme. Donc, là, on a notre femme. Alors, nous avons 4 intervenants. Et, donc, vous avez ici indiqué, vous avez 3, ce que j'appellerais, pour simplifier, c'est pas que les universitaires ne soient pas des professionnels, on est des professionnels de l'enseignement de la recherche, mais des professionnels, disons, on va dire, de l'entreprise, de l'organisation. Et l'idée, c'est donc de dire, donc vous avez Thierry Allègre, directeur support opération Martin Brauer France. J'ai fait un petit peu planer le doute sur ce qu'il pouvait y avoir derrière Martin Brauer. Olivier, je pense, est très intéressé. Il y a une très grande, une exceptionnelle entreprise, mais vous allez le savoir dans quelques temps. L'entreprise préférée de C'était avant. Donc, ensuite, alors Nicolas Bazin, qui nous rejoint. Je suis chargé d'excuser M. Fitzner, qui dans un premier temps devait venir, donc de la directeur logistique de la Redoute, mais qui a eu des obligations absolument impératives aujourd'hui sur Paris. Mais nous gagnons au change, je peux le dire, bien sûr, puisque nous avons Nicolas Bazin, directeur logistique externalisé et distribution de la Redoute, et qui notamment, d'après ce que j'ai compris, pourra un petit peu parler, entre autres, de dernier kilomètre, ce qui devrait intéresser pas mal de monde. Et nous avons donc M. Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, qui à table était un petit peu inquiet en me disant, oui, il y a en fait 2 logisticiens de supply chain, mais moi, back-office, c'est peut-être pas nécessairement que de la supply chain. Et j'ai dit, mais bien évidemment, c'est pour ça que j'ai pris la liberté dans l'organisation de, comme je l'ai expliqué, le placer un sandwich entre les 2 logisticiens, qui sera entre les 2, mais c'est une liberté qu'on a pris, et il accepte fort sympathiquement de jouer ce rôle de saucisse au milieu des 2 tranches de fer. Et pour terminer, non mais il faut, je vous signale qu'on est sur l'heure de la digestion. Là, si on ne trouve pas les gimmicks pour un petit peu réveiller les foules, c'est perdu. Hein. Donc là, il faut trouver. Et je peux vous dire que j'ai l'impression d'être le chauffeur de stade au stade Vélodrome. Hein, donc là, ouais, tout. Donc, et justement, puisqu'elle parlait, nous terminerons avec le grand témoin, Véronique Légaré, ma vieille amie, non, mon amie Véronique Légaré, qui a accepté de participer à cette table ronde et qui jouera donc, très sérieusement le rôle de, je l'ai dénommé grand témoin. Alors, grand témoin parce que, oui, elle pourra réagir, elle a quand même, elle est presque vexée quand je le dis, mais c'est vrai qu'elle a quand même marqué les esprits avec la première thèse soutenue à Montpellier sur des questions notamment de back-office, de système d'information en distribution. Voilà. Je ne dirai pas l'année, au siècle dernier, mais je pense qu'il était intéressant, puisque le fil conducteur ici pour cette table ronde, c'est de dire un petit peu le monde d'avant, le monde d'après. J'ai un petit peu une idée comme ça. Et c'est vrai que... Voilà. Donc c'est vrai que ça sera intéressant de voir à travers ce qui a pu être découvert parfois par des chercheurs il y a quelques années de cela, et de découvrir l'actualité de ces recherches. Donc, eh bien, je me suis dit que, puisque nous étions à Roubaix, moi, quand j'étais gamin, ma maman commandait à la Redoute à Roubaix. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de commencer par Monsieur Bazin, qui est de Roubaix. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc Nicolas Bazin, donc, je suis directeur distribution et logistique externalisée à la Redoute. Donc la Redoute, ça se prête assez bien au sujet parce que la Redoute, ça a été créé en 1837. Donc votre mère commandait, mais probablement sa mère à elle et sa grand-mère à elle. Et... on se connaît pas suffisamment pour que... Non, donc la Redoute, ça a maintenant presque 180 ans l'année dernière et c'est toujours debout, donc ça se prête bien à cette idée de nouvelles formes de commerce. Et c'est une entreprise qui a su se réinventer sur de la VPC classique, comme on a pu la connaître à la fin du XXe siècle avec le gros catalogue La Redoute qui a fait jusqu'à 1500 pages,
à aujourd'hui un pure player Internet, parce que la Redoute aujourd'hui c'est 97% de gens qui passent leurs commandes sur Internet. On n'a pas choisi de s'en séparer, mais on a encore quelques clients qui nous passent commande avec des bons papiers par courrier. Donc la Redoute se prête bien au sujet, dans la transformation récente qu'elle a pu subir, notamment depuis 2014. Donc la Redoute en 2014, c'était pas loin du dépôt de bilan, et ça a été repris dans un plan de transformation de 2014-2017, dans lequel il a fallu se réinventer pour justement répondre à ces enjeux de nouvelles formes de commerce, et pour nous aller vers le e-commerce, et de répondre, je vous parlais sur la partie logistique, mais on a dû répondre sur chacun des métiers sur ces questions-là. Donc la Redoute, en 2014, c'était quoi logistiquement? C'était une logistique très vieillissante. On avait 200 000 m² qui étaient entre Roubaix et Waterloo, juste à côté d'ici, éparpillés sur une dizaine de bâtiments, et on avait des coûts, quand on se comparait aux acteurs du marché, qui étaient 30% au-dessus des benchmarks que peuvent être Amazon ou des pure players Internet. Donc on était vraiment très très loin des standards du marché, et il a fallu nous réinventer, et ça s'est basé sur 3 piliers. Un premier pilier qui était un pilier sur... Il fallait qu'on soit capable de répondre à ce que le commerce nous imposait en termes de service pour les clients. La deuxième chose, c'est qu'il fallait qu'on soit adaptable, parce que le commerce est mouvant aujourd'hui. Donc la réponse en 2014 est d'ailleurs plus tout à fait la réponse de 2018, mais sera sans doute encore moins celle de 2025. Et ensuite, il fallait qu'on soit flexible. Donc c'est vraiment ces 3 piliers qui ont guidé notre transformation logistique. Donc en termes de service, ça s'est appuyé sur une réflexion qui était, on passait 1 jour et demi à préparer une commande, là il fallait être dans l'instantanéité. Donc tout s'est articulé pour minimiser le temps de préparation et de livraison des commandes aux clients. Donc notre objectif, ça a été 2 heures de préparation pour être capable, toute France, de faire une commande passée avant 20 heures sur le site, elle est livrée le lendemain chez vous. Ensuite, le deuxième, ça a été l'adaptabilité. Donc on voit que maintenant, on est obligé de référencer. La Redoute, c'est à la fois des marques propres et des marques externes, et on est obligé d'avoir une offre de plus en plus large. Donc historiquement, on traitait quand même 180 000 références dans nos entrepôts, et aujourd'hui, on en traite 300 000. Et donc il fallait qu'on soit capable de répondre à cette demande de références de plus en plus large, mais avec une profondeur à la référence qui était de plus en plus faible. Et il fallait qu'on soit capable d'évoluer, ce que je dis, vers toutes les nouvelles formes de services, d'être adaptable par rapport aux évolutions de parcours client. Et le troisième chose, c'était de la flexibilité. Historiquement, on avait un modèle horaire qui était assez contraint, avec des équipes qui bossaient sur des horaires de journée. Maintenant, le e-commerce et les attentes du client par rapport au e-commerce, c'est d'être capable de commander du lundi au dimanche, 24-24, 7-7, et d'être livré le lendemain. Répondre plus difficilement, en tout cas aujourd'hui, à cette problématique. Et deuxièmement, ça demande, et c'est pour ça que le terme back-office est bien choisi, ça demande à faire ce qu'on ne faisait pas historiquement, ça demande des traitements assez lourds de données pour comprendre vraiment les comportements d'achat de nos clients et anticiper quelque part leur désir pour ne pas se retrouver complètement le bec dans l'eau si la livraison se passe mal ou s'ils venaient à changer d'avis. Donc ça, c'est vraiment le chantier qu'on est en train de mener à la Redoute, c'est une refonte complète du big data, pour le dire un peu avec le mot à la mode, mais une refonte complète de la façon dont on va travailler nos données pour mieux comprendre nos clients, mieux capter leurs besoins, et sur la distribution particulièrement, être plus évolutif et plus réactif en temps réel par rapport soit à un incident de livraison qui va se présenter pour le client, soit une nouvelle envie de livraison que le client va avoir. Donc ça, c'est le chantier qu'on a à mener et qui a des impacts à la fois sur le modèle de données en tant que tel, mais qui a surtout des impacts, et c'est là sans doute que c'est le plus dur, organisationnel, parce que ça change complètement notre façon de travailler, ça change la façon d'animer les équipes, de piloter les équipes, et d'être beaucoup plus terre à terre pour que ces données-là, elles alimentent mon équipe évidemment, mais elles alimentent aussi le service client en temps réel, qui ne soit pas aussi renseigné que vous si vous allez suivre votre colis sur le site de la Poste au moment où vous allez le suivre. Donc voilà, l'enjeu d'adaptation et de flexibilité sur la distribution et sur le dernier kilomètre tel que je le vois, c'est être capable d'être beaucoup plus souple, et nous on fait beaucoup de tests avec des startups pour arriver à répondre aux nouvelles attentes de livraison plus vite, plus précis, plus flexible.
mais aussi être capable d'être beaucoup plus dans l'analyse des données et dans la flexibilité d'adaptation de nos modèles internes à la Redoute pour être capable de mieux répondre aux attentes du client. Et si j'ouvre un peu sur l'actualité récente de la Redoute en conclusion, donc on a été, il y avait Galgafed qui ont pris une prise de participation majoritaire à 51% l'an dernier, avec une volonté d'être en 2021 à 100%. Et là, on va même un cran plus loin, parce que ça rejoint certains des travaux qui nous étaient présentés avant, mais on va essayer de construire un peu l'expérience de demain, avec un groupe qui est un des leaders français du e-commerce, la Redoute, et un groupe qui est un des leaders français du commerce physique. Et donc là, on a encore une nouvelle page à écrire. Disons que la Redoute s'est réinventée, et maintenant, et restera dans le paysage du e-commerce, mais quelque part, ça suffit plus pour les années à venir. Et notre défi, une fois qu'on sera complètement sec sur notre périmètre e-commerce, c'est d'arriver à accompagner les clients et à se différencier de Amazon qui reste pour l'instant en France en tout cas purement e-commerce, à se différencier d'eux via ce contact et cette expérience et cette personnalisation qu'on va pouvoir avoir avec nos clients via les magasins Galgafed. Donc voilà, ça sera une nouvelle étape qui changera encore nos modes de fonctionnement, qui viendra encore secouer et inventer une nouvelle forme de commerce et remettre en cause toute la chaîne logistique, toute la chaîne IT et toute la chaîne finalement organisationnelle, parce que ça sous-tendait rien. Merci, Monsieur Bazin. Si je pouvais résumer monde d'avant, monde d'après, c'est deux chiffres qui m'ont paru importants. 36 heures pour une préparation de commande, 2 heures aujourd'hui. Ça, c'est quand même très intéressant. Mais Monsieur Leroy pourra réagir en disant, oui, mais le back-office, ce n'est pas pour moi qu'une question de logistique, même si la logistique est un aspect important. Et c'est pour ça que je vais lui laisser immédiatement le micro pour défendre sa position. Bonjour, donc Madame Leroy, je dirige une association qui regroupe des retailers non alimentaires, pour faire simple, même si on a un monoprix, donc Régis nous en parlera tout à l'heure. Donc je parlerai, je pense que c'est important, d'un sujet qui est non alimentaire, parce que l'alimentaire, c'est sur ce sujet, en tout cas de back-office et de supply chain, encore un cas différent. Et en tout cas, il n'y a pas de position différente de celle qui a été exposée par la Redoute du tout. Non, le sujet, c'est celui de... Et je trouve très intéressant, parce que je ne suis pas un spécialiste de la supply chain, même si j'ai passé 18 ans chez Darty, et que le sujet de la livraison client n'est pas un sujet nouveau dans cette société-là, et que ça m'a permis d'apprendre des choses que j'aurais peut-être pas appris autrement, notamment de savoir livrer chez eux des clients tous les jours, ce qui n'a pas été le cas de tous les distributeurs par le passé. Et en tout cas, le sujet du back-office, c'est simplement parce que, et monsieur l'a dit, il faut ajouter une couche supplémentaire par rapport à l'analyse de la Redoute pour l'instant, même si la Redoute est en train de passer largement dans une logique omnicanal avec des points de contact, des points de vente, et demain il y en aura plus probablement, qui est celui de combiner par rapport à hier des livraisons qui étaient essentiellement dans les magasins pour la plupart des retailers, sauf Darty ou quelques cas particuliers, à une couche qui s'est ajoutée et qui a complexifié très très lourdement le sujet, qui est la capacité pour le client d'être en contact avec l'enseigne et de commander des produits à tout moment à travers l'outil digital. Donc ce qui complexifie quand même sérieusement les choses et qui, pour employer un mot, qui démassifie les choses, puisque avant on arrivait à standardiser assez facilement les livraisons, notamment des magasins, alors qu'aujourd'hui on est dans une logique de commande individuelle, de plus individuelle. Et disons que ça donne à la supply chain un rôle encore plus stratégique qu'auparavant. C'est-à-dire que le back-office, c'est quoi? Pour moi, c'est évidemment la supply chain, c'est-à-dire les flux de produits, quels qu'ils soient, et c'est aussi presque le service client. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des incidents ou des retours, parce qu'on n'a pas parlé de reverse, mais en tout cas le reverse, c'est un sujet qui est en train de devenir très compliqué, parce qu'avant on avait des flux descendants, et maintenant on a des flux qui reviennent, et qui sont en train de se multiplier. Et donc, ça pose des questions. Moi, je suis un spécialiste du maillage immobilier, puisque j'étais directeur immobilier, donc avant on se posait, passer notre temps uniquement à calculer le maillage des magasins par rapport à une zone de chalandise, etc. Enfin, tout ce qu'on a appris à l'école et qu'on a mis en place, et d'ailleurs qui continue de fonctionner quand même très largement, parce que je fais pas partie des gens qui disent que le monde d'avant est en train de
d'être flingué du jour au lendemain. Je pense qu'il y a un sujet qui est lié à la logique du modèle économique de demain. Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, on part d'un moment où on faisait 100% de nos chiffres d'affaires en magasin, donc 100% des flux aussi en magasin, vers un modèle où on fait moins de chiffre d'affaires en magasin, peu importe combien, un digital qui impacte le comportement du client bien au-delà du chiffre d'affaires Internet, parce qu'en fait, il ne faut pas se limiter au chiffre d'affaires Internet pour appréhender le sujet du digital, c'est celui du... Et donc, on est dans un moment où les données, la problématique des données, que ce soit lorsqu'on veut appréhender un stock, une disponibilité produit, d'une part, donc ça c'est côté stock, et côté flux par ailleurs, donc comme vous le disiez tout à l'heure, quelles sont les informations qui remontent des magasins, quelles sont les informations qui remontent des clients pour être dans une logique de remassification à un moment donné de commandes individuelles. Donc ça c'est un vrai problème qui a beaucoup de traductions derrière, des traductions technologiques, des traductions de flux de transport, c'est pas simple en termes de plateforme, d'un gros entrepôt, puis ensuite plateforme, cross-docking, enfin un certain nombre de sujets comme ça, et puis ensuite des sujets qui sont territoriaux. C'est-à-dire comment, lorsque j'appréhende aujourd'hui la réflexion d'un maillage d'entreprise de la distribution, est-ce que je raisonne magasin indépendamment de tout le reste? Non. Je dois appréhender le magasin, le réseau de magasins par rapport au chiffre d'affaires Internet, ça c'est le sujet potentiel de chiffre d'affaires, mais aussi par rapport à mon maillage de distribution. C'est quoi demain, et j'ai pas la réponse moi, à part le fait qu'on est tous fébriles et que tout le monde est tenté de suivre Amazon, ce qui est une bêtise parce qu'on fera jamais aussi bien qu'Amazon, en tout cas dans son expertise de logistique. Et très clairement, c'est quoi la manière dont je veux organiser mes contacts avec mes clients. Et on sait bien quand même si ça fait un peu ringard, mais là pour le coup, c'est pas vous, c'est moi, hein, donc il n'y a pas de... que très clairement, l'intérêt du distributeur, là je parle de modèle économique, c'est de faire venir les gens en magasin, parce qu'en fait on a quand même un problème de coût de livraison, ça c'est le coût de livraison, et on a un problème de RSE, de développement durable, qui est lié au fait que comment on appréhende les flux quand on se dit on répond à toute commande du consommateur, quelle que soit sa demande, et donc on le livre chez lui, en plus gratuitement, à tout moment de la journée, etc. Mais en pratique, c'est quoi la transcription dans les rues de nos villes de ce sujet-là? Et est-ce que c'est réaliste de penser que ça va passer dans le tuyau? Je pense pas. Je pense qu'à un moment donné, pour des raisons économiques, c'est-à-dire la logique de modèle, et pour des raisons de RSE, enfin de capacité à multiplier les flux, on est obligé de changer foncièrement de modèle. Alors, soit on change de modèle en remassifiant avant le dernier kilomètre, bon, ça c'est des travaux qui sont en cours et qui sont très compliqués à mettre en place, à la fois informatiquement et à la fois en termes de plateformes d'entreprises qui sont capables de venir se substituer à des choses qui partaient de manière individuelle de chaque distributeur pour les recollectiviser, on va dire, même si ça va pas être le terme, parce que je pense que c'est pas très adapté, mais en tout cas, ça c'est une première piste. Ou la deuxième piste, c'est d'essayer de trouver des moyens pour que, à nouveau, ce soit le client qui travaille et qui vienne chercher ses produits. Et forcément, en tant que distributeur, on a intérêt, j'aime pas le mot distributeur, mais je pense que, en tout cas, on a forcément intérêt à ce que le client revienne vers nos points de contact. Alors, je ne sais pas si c'est point de vente ou point de contact, mais en tout cas, ça c'est un premier sujet, pour des raisons à la fois économiques et d'efficacité commerciale, puisque on sait bien que les gens qui reviennent en magasin ont des achats supplémentaires, etc. Et puis deuxièmement, pour des raisons probablement de combinaison d'intérêts entre intérêt individuel et intérêt collectif, qui est celui de la ville. C'est-à-dire que très clairement, si on veut, il ne faut pas être schizophrène, considérer qu'on veut des villes avec des magasins, parce qu'aujourd'hui on passe un temps fou à discuter d'un plan élan, cœur de ville, etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. C'est qu'il n'y a pas une indépendance totale entre la notion de flux produit et la notion de flux de consommateurs. C'est-à-dire que très clairement, les consommateurs ne viendront dans les centres-villes que si ils ont des intérêts multiples de venir en magasin. Et les rôles du magasin sont à réinventer, ce sont et là il y a un travail là-dessus, mais ça doit aussi servir de point de contact rapproché par rapport soit à la mise à disposition du produit, soit au départ du produit vers le consommateur. Donc tout ça, c'est une multitude de sujets. Pour résumer, redensification, comment on fait pour redensifier?
sujet de modèle économique, sérieux. On a un vrai sérieux problème de modèle économique, hein, c'est-à-dire qu'on sait bien où sont les dépenses, on ne sait pas toujours où est la création de valeur, de survaleur, donc c'est un vrai sujet. On sait bien que la notion de pure player, alors je ne pense pas que ce soit mal pris par la Redoute, est un sujet difficilement équilibrable sur le plan économique. Et par ailleurs, il y a un vrai sujet sociétal, enfin il y a deux sujets sociétaux, un sujet de RSE, développement durable, multiplication des flux, nuisances, etc. Et si on choisit ça par rapport à un modèle économique et qu'on limite les flux, on flingue les magasins. Donc, et les territoires et leur vie de territoire. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, qui n'était pas du tout contre la Redoute du tout, mais qui était forcément moins spécialiste, moins technique que la notion de supply chain. Donc il faut combiner les deux. Et chez les distributeurs, on ne sait pas faire, pour finir. Puisque il y a les gens du commerce, il y a les gens de la supply chain, il y a les gens du service après-vente. Et cette logique de comment on fait pour que ça se réorganise autrement alors qu'on a été très efficace en silo, ben ça c'est un sujet qui est encore pour demain matin. Hein. Enfin, en tout cas qui est pour demain. Merci pour cette intervention qui quand même renvoie à l'actualité, puisque dans le monde d'aujourd'hui, ça c'est l'avantage de rater l'avion, de prendre l'avion du jour. Il y avait un petit article qui dit l'état de déliquescence des magasins d'habillement en ville. Donc il y a un petit article que je vous conseille de lire, c'est-à-dire on parle d'effondrement. Et donc ça veut dire quand même, ça renvoie à des questions que vous avez soulevées, c'est-à-dire l'animation de la ville. Là-dessus, je ne vais pas prendre la parole, excusez-moi, c'est juste un truc que j'ai oublié quand même, et qu'on oublie toujours trop de dire. Le commerçant, le commerce, c'est de vendre des choses que les gens ont envie d'acheter. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a les problèmes de la vie, il y a le problème du digital, il y a le problème du commerce, et dans le commerce, notamment dans le commerce de l'habillement, on sait qu'il y a un vrai travail d'offre, de positionnement, de discours de marque à mener. Et très clairement, c'est pas en aidant les centres-villes qu'on s'en sortira. Il faut transformer le commerce et en parallèle attacher le commerce au territoire. Alors il y a un type de commerce qui est moins touché, parce qu'on a besoin de restaurants en ville pour un petit peu sortir. Et là je lève le voile, donc restaurant, ville, peut-être qu'il est temps de parler avec Monsieur Allègre, enfin de Martin Brouwer, qui est le prestataire logistique de... Merci Gilles. Donc, avant de parler de ville, il n'y a pas que les villes, il y a également les zones commerciales. Effectivement, Martin Brouwer est le prestataire logistique de McDo en France et dans 19 pays aujourd'hui dans le monde. Martin Brouwer a d'ailleurs fait l'acquisition, en tout cas une lettre d'intention a été signée il y a 2 jours aux États-Unis pour acheter un autre distributeur. Et grosso modo, Martin Brouwer va piloter à peu près 20 000 des 37 000 restaurants McDo dans une logique donc de distribution logistique et d'une logique de supply chain. Avant de revenir sur l'entreprise ou l'entreprise elle-même, juste par rapport aux questions posées, de manière un petit peu plus générale, moi quelques remarques que je voudrais faire sous l'angle de la supply chain. C'est-à-dire que le monde d'avant, d'un point de vue logistique ou même d'un point de vue transport, c'était d'abord une exigence de qualité de service. On avait un client. Le client avait des fournisseurs, pas forcément le même, donc pas forcément dans une logique de chaîne d'approvisionnement, mais un transporteur, un entrepositaire, etc. Et le client donnait des instructions très claires. Et l'objectif pour chacun des fournisseurs était de remplir le papier sur des objectifs donc de qualité de service, livrer à temps, pour faire extrêmement simple, livrer à temps, livrer les quantités qui étaient données par le client. Aujourd'hui, on est dans un monde forcément un petit peu plus complexe, puisque d'une part, les chaînes d'approvisionnement se mettent en place, ces logiques de supply chain. D'autre part, parce qu'on part davantage dans des logiques d'externalisation, et c'est-à-dire que le client lui-même n'est plus en charge, devient très très peu en charge du pilotage de ces chaînes logistiques. Et il y a une très très forte attente, non plus pour se satisfaire de la qualité de service, mais également pour avoir une vision globale, pour apporter de l'innovation, pour apporter du service et une très très forte réactivité. Aujourd'hui, ça c'est un enjeu qui est primordial, en tout cas à l'aune de ce que moi je peux voir dans mon activité professionnelle. À titre d'exemple, au mois de février dernier, nous avons été touchés par des intempéries de neige, principalement en région parisienne. Et je ne sais pas si vous le savez, mais d'un point de vue intempéries, aujourd'hui, d'un point de vue logistique, l'impact est le suivant, c'est que les préfets ont très peur d'avoir des congestions sur les réseaux autoroutiers. Même quand il n'a pas encore neigé, en règle générale, les arrêtés préfectoraux sont pris. Et les arrêtés ont plutôt tendance à couvrir, bien évidemment, par souci de sécurité, plus largement que le besoin lui-même, avec un risque, avec une conséquence directe s'il y a infraction,
logique, hein, mais qui est le retrait du permis pour le conducteur qui serait pris en infraction et une amende de 1 500 €. Une entreprise comme la mienne, qui est extrêmement libéraliste, ne peut pas se permettre ce type d'infraction. Et ça veut dire, à l'image de la grande distribution, que de tels arrêtés préfectoraux bloquent effectivement les schémas d'approvisionnement. Et dans le contexte de la situation d'épisode neigeux de février, ça a été particulièrement difficile pour l'ensemble de la distribution parce que finalement, sur une même semaine, on a eu 2 interdictions avec 24 heures d'intervalle pendant lesquelles les entreprises ont à peu près pu rouler. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qui a pu être mesuré, c'est la réactivité effectivement des chaînes d'approvisionnement vis-à-vis de leurs points de restauration ou des magasins. Et de ce point de vue, effectivement, Martin Breuer avait été plutôt performant, été remercié par ses franchisés, parce qu'en règle générale, les restaurants en face des McDonald's, eux, n'étaient pas approvisionnés, étaient fermés, là où d'autres clients pouvaient continuer à servir. Donc cet enjeu de service, de réactivité, de profonde, réactivité par rapport à une chaîne d'approvisionnement, aujourd'hui, est un enjeu extrêmement fort. On peut le voir également par rapport à un autre exemple, hein, toujours dans le milieu de la franchise et de la restauration. Je ne sais pas là aussi si ça vous parle. KFC en Grande-Bretagne en début d'année. KFC a fait le choix, pour des raisons très certainement économiques, de changer de fournisseur logistique qui était également fournisseur de poulet. Et a choisi de passer chez DHL. Donc manifestement mauvaise appréciation du dossier, avec comme conséquence la centralisation sur un dépôt unique au nord de Londres de l'ensemble de la logistique des 750 restaurants, me semble-t-il, KFC en Grande-Bretagne, l'incapacité de DHL de faire face, et une période de crise qui a duré plusieurs jours, pour ne pas parler de semaines, avec près de la moitié des restaurants, si je ne m'abuse, qui ont été fermés, eux, pendant plusieurs jours, incapables de recevoir un approvisionnement. Donc ça a été, d'un point de vue médiatique, c'était une catastrophe. Je présume que d'un point de vue économique pour DHL, en termes des pénalités versées, ça a été également une catastrophe. Et au bout du bout, on s'est retrouvé avec KFC qui est revenu pour partie chez son ancien prestataire qu'il avait quitté juste précédemment. Donc tout ça pour dire qu'on rentre dans des modèles qui sont complexes et que l'argument du prix, l'argument d'une qualité de service qui peut être invoqué n'est pas aujourd'hui un élément suffisant pour pouvoir faire la bascule. Demain, qu'est-ce qui va jouer de manière encore plus importante? Ça a déjà été évoqué, ce sont les données. Aujourd'hui, on arrive au travers d'un certain nombre d'outils, parce que bien évidemment, les supply chains se sont informatisés de manière extrêmement importante, des tas d'outils, on se retrouve à avoir des données qui sont disponibles. On en est au balbutiement. Ces données, on commence à les interpréter, on essaye de les trouver. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, moi je l'ai découverte relativement récemment. Maintenant, on parle de data lake. Enfin, on ne parle plus de base de données ou de database, mais on parle de data lake. C'est pour vous dire la profondeur ou l'immensité de la provenance des données. Et aujourd'hui, il y a un très très gros business sur comment réutiliser celles-ci et comment est-ce que effectivement celles-ci peuvent être profitables vis-à-vis du client et dans le contexte de B2B dans lequel je suis, vis-à-vis du consommateur final. À côté de ces données, l'interprétation et, je dirais, l'appropriation de la visibilité en termes de climat, hein, de météo, est également un enjeu fort quand on fait de la restauration, puisque bien évidemment, le comportement du consommateur ne sera pas le même s'il fait moins 20 degrés ou s'il fait plus 40. Dans les questions qui emmènent toutes ces réflexions générales, la première, c'est que d'un point de vue supply chain, on se retrouve quand même aujourd'hui traditionnellement dans un mode de contrat, dans un mode de contrat, et deux, dans un mode de contrat court entre un prestataire de services logistiques et son client. La tradition aujourd'hui veut qu'on soit plutôt sur une base de 3 ans. Dans le contexte de 3 ans, c'est un contexte opérationnel, c'est un contexte assez standard, mais si demain on veut développer davantage de services, si on veut avoir, et je considère comme acquis le niveau de qualité de service, mais si on veut avoir de l'innovation, et si on veut avoir une interprétation et une appropriation des outils qui vont permettre de traiter les données, il est clair que ce n'est pas suffisant et qu'il va falloir investir un peu plus de temps, parce que en parallèle de ce temps, il va y avoir de l'investissement en termes de logiciels, voire même, je n'ai pas évoqué le sujet, mais ça c'est aussi demain, d'automatisation, de robotisation des chaînes. La deuxième chose, ça a été légèrement évoqué en introduction cet après-midi, c'est effectivement l'attractivité des métiers pour des millennials, et comment est-ce que effectivement demain, on arrive à séduire, à garder, à former
des gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail dans un environnement où, plutôt que de s'occuper du back-office, il vaut mieux être dans le front-office. Et tout ça, aujourd'hui, pose de vraies questions pour des gens qui sont des acteurs de la supply chain, parce qu'il n'y a pas de réponse immédiate, mais en tout état de cause, la discussion, c'est maintenant qu'il faut l'avoir, parce que les enjeux des supply chains qui sont en train d'évoluer de manière forte, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et pour terminer, je dirais également que, bien évidemment, pour arriver à avoir ce modèle très intégré, ça va être l'apanage de quelques sociétés. Toutes n'ont pas les moyens en termes d'investissement, de capacité d'investissement, pour des entrepôts, servir des entreprises de première marque, avoir des entrepôts qui soient automatisés, investir des millions d'euros dans des logiciels de traitement de données, etc. Donc ça va être l'apanage de quelques sociétés qui vont avoir la capacité à diriger des supply chains et être force de proposition vis-à-vis de donneurs d'ordre importants. À côté, il restera toujours une espèce de bassin intermédiaire d'entreprises solides, importantes, mais qui vont être contingentées sur des tâches d'exécution. Et puis, un petit peu en dessous, effectivement, des prestataires plutôt de première génération qui, eux, vont être là pour livrer du service, transport, entrepôt, stockage. Merci Monsieur Allègre. J'ai entendu plusieurs mots, dont un, données. Donc, données, traitement des données, analyse de données, données consommateurs. Je pense que pour conclure, avant de laisser la parole à la salle pour des questions, notre collègue, la professeure Desgarré, va sans doute se rappeler d'un certain nombre de choses importantes. Véronique. Merci. Alors, donc effectivement, comme a dit Gilles tout à l'heure, j'ai soutenu ma thèse il y a un certain nombre d'années, donc il y a plus de 25 ans, et à un moment où un certain nombre d'étudiants qui sont là n'étaient même pas nés. Et à l'époque, il faut remettre les choses dans leur contexte, les technologies dans la distribution, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caisse automatique, il n'y avait pas de caisse à lecture optique, le code barre commençait, enfin, c'était vraiment, et l'échange de données informatisées en était assez balbutiement. Donc c'était vraiment un autre contexte. Et dans les travaux que j'avais présentés lors de ma soutenance de thèse, j'avais réutilisé les modèles d'évolution des canaux de distribution, et en particulier la distinction entre le canal logistique et le canal transactionnel. Les travaux de Borsov de 80, la théorie des coûts de transaction, et des théories qui finalement sont toujours d'actualité. Et c'est ça qui fait plaisir, et c'est ça qu'on enseigne souvent à nos étudiants, que la théorie, finalement, les théories qui sont les plus fortes, c'est des théories qu'on va garder sur le long terme, et on peut encore aujourd'hui analyser ce qui se passe à la lumière des théories. Et donc on avait pu montrer que il y avait, en particulier sur les flux d'informations, ça a entraîné des questions par exemple sur le juste à temps, et on retrouve ici cette question du juste à temps jusqu'au consommateur final, avec l'immédiateté que vous avez soulignée dans les attentes du consommateur. Et un autre élément qui m'a fait réagir, c'est le développement à l'époque de plateformes d'éclatement qu'on trouvait entre les fournisseurs et les distributeurs. Et donc l'information des fournisseurs, les fournisseurs n'avaient plus accès à cette information parce que les distributeurs captaient cette information par les terminaux points de vente et par le fait qu'ils contrôlaient l'échange de données informatisées. Donc le pouvoir lié à l'information, et vous avez reparlé ici des données et de l'information, et de la force du pouvoir lié à l'information, le pouvoir basculer chez les distributeurs parce que c'est eux qui collectaient l'information dans les points de vente, parce qu'on avait mis en place entre le fournisseur et le distributeur ces plateformes d'éclatement. Et tout à l'heure vous avez parlé des plateformes qu'il faudrait remettre en place, et cette fois-ci pas simplement entre les fournisseurs et les distributeurs, mais finalement cette question des plateformes d'éclatement, on les retrouve aujourd'hui avec la mise en place de plateformes entre le distributeur et le consommateur final. Et donc finalement cette question de fluidité des produits qu'on se posait il y a plus de 20 ans, ça se repose aujourd'hui toujours entre les fournisseurs et les distributeurs, parce que c'est finalement les mêmes problématiques. Comment arriver à transférer le plus rapidement possible les produits d'un fournisseur à un distributeur, mais également aujourd'hui, en plus, avec un nouvel échelon, plus vers l'aval du canal, avec une relation entre le client, enfin le distributeur et le client. Deuxième élément qui m'a fait réagir, c'était la spécificité des actifs.
Vous avez dit, donc, dans mes travaux, j'avais parlé de la théorie des coûts de transaction, que bien sûr tout le monde connaît, et dans cette théorie des coûts de transaction, on parle de la spécificité des actifs. Et là, encore, vous avez dit, il y a un problème de contrat. Le contrat de 3 ans, on est en pleine théorie des coûts de transaction, le contrat de 3 ans, il est insuffisant pour pouvoir mettre en place des actifs qui vont être très coûteux, des bases de données, des outils logistiques automatiques qui vont être très coûteux. Et là, on retrouve encore cette question de spécificité des actifs qui font que cette théorie des coûts de transaction, elle est quand même encore très importante. Et puis, troisième élément qui me fait réagir, c'est où est-ce que se crée la valeur. Alors, encore une fois, il y a des théories qui sont intéressantes là-dessus. Il y a encore plus vieille théorie, j'étais presque pas née même, c'est la théorie décalage-spéculation, donc c'est Bucklin 1965. Donc là, vraiment, ça n'existe même plus, on ne peut plus imaginer que 65 ait pu exister comme année. Donc dans cette théorie du décalage-spéculation, la question qui se posait, c'était où est-ce qu'il faut placer le stock dans le flux de distribution de produits. Et finalement, la question, elle se pose encore aujourd'hui. Finalement, qui est-ce qui va créer de la valeur ? Qui est-ce qui va détenir le stock ? C'est la question qui se repose encore aujourd'hui, finalement, 50 ans, plus de 50 ans après cette théorie de Bucklin. Si on complète par des théories un petit peu plus récentes sur la place de la création de la valeur, enfin sur la création de la valeur elle-même, il y a des théories plus récentes sur le service dominante logique, donc sur le fait que on est à la recherche de services. Donc vous avez tous dit, finalement, on va apporter au client final du service, de l'immédiateté, de la flexibilité dans ses commandes, etc. Et là, le service dominante logique se pose la question justement de la création de valeur et de la co-création de valeur avec le client. Et on retrouve ces théories dans les problématiques actuelles des distributeurs. Donc finalement, tout ce que vous dites sur où se crée la valeur, comment organiser le flux de produits en parallèle du flux d'informations, la primauté des données et la force de la valeur de ces données, c'est des problématiques qui se posaient il y a 30 ans, qui se posaient il y a 20 ans, qui se posaient il y a 10 ans, qui se posent encore aujourd'hui et qui se poseront encore demain. Alors, en mettant l'accent, peut-être le curseur va se développer ou s'appuyer un petit peu plus sur la gestion des bases de données, et je regarde Christophe qui en a parlé ce matin, sur le big data, sur la gestion des bases de données, mais finalement, le canal transactionnel et le canal logistique cher à Boer Sox, finalement, on l'a encore aujourd'hui, et comment arriver à coordonner ces deux flux pour faire en sorte que ces deux flux ne s'opposent pas, mais qu'il y ait une réelle coordination au sein du canal de distribution sur ces deux flux, flux logistiques et flux transactionnels. Merci Véronique. Nous avons entendu des noms, Boer Sox, Bucklin, on aurait pu rajouter Malen, McNair, et ça c'est intéressant. Non, on ne fait pas la grimace, ça veut dire qu'en fait, c'est quelque chose qui a été... De façon plus récente, moi je vous conseille de lire les travaux de Mark Filzer, qui dès qu'il écrit quelque chose c'est lumineux, voilà, et qui est formidable pour expliquer comment on mobilise des théories pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors il va arriver, c'est dommage parce que vous auriez vu, le professeur, oui, s'il arrivait là, ça serait, je vous propose une ovation, il sera content. Mais il a publié des papiers assez théoriques, on pourrait se dire, vraiment il fait que de la théorie, mais en fait non, c'est de la théorie qui permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'encourage les étudiants à lire des papiers qui sont en plus super simples à lire, comme par exemple son papier dans Management et Avenir 2012. Alors en plus, certains critiquent bien la revue Management et Avenir, mais là on peut dire qu'il y a des papiers vraiment de haut de gamme dans ce type de revue. Et lisez-le, apprenez-le par cœur et analysez ce qui se passe aujourd'hui dans la distribution en reprenant tout ce qu'il a pu écrire. Et vous verrez que c'est incroyable de limpidité et voilà, ça permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et peut-être d'anticiper sur ce qui se passera demain. Absolument. Donc, tel que c'était programmé, c'est une table ronde dominée globalement par des logisticiens. Donc, s'ils ne respectent pas le timing, c'est à désespérer de tout. Donc, exactement le quart d'heure qui était programmé pour des questions venant de la salle. Déjà, un bras se lève. Monsieur Plateforme. Donc, je peux le dire fort. Oh, moi j'ai une question simple. Il y a un mot que j'ai pas entendu. Je voudrais savoir, n'importe laquelle d'entre vous. Il y a une voix qui porte, mais pas suffisamment. Tiens. Non, il y a un mot que j'ai pas entendu qui me semble important. Je voudrais avoir votre réaction.
c'est celui d'interopérabilité. Quelle est l'importance de cette notion dans vos questions? Et la question subsidiaire, c'est qui doit assurer cette interopérabilité? Un certain nombre d'acteurs logisticiens ou des organismes comme GS1? Moi, je ne sais pas répondre à des questions. Aujourd'hui, le monde est très ouvert et les fournisseurs en amont de ces chaînes d'approvisionnement, la logique du fournisseur qui ne travaille pour qu'un seul client, finalement, c'est une notion qui est dépassée. Donc effectivement, ça n'a pas été évoqué, vous avez raison de le souligner, l'interopérabilité, à l'heure actuelle, de toute façon, c'est un phénomène, de mon point de vue, qui est incontournable. Et effectivement, dans ces cas-là, il faut aller regarder quel est le panache le plus blanc ou le plus haut. Et GS1 est très probablement l'une des figures de proue pour définir un standard qui puisse s'appliquer à tous et être pratiqué par tous. Alors, juste pour revenir vers le passé du passé, l'interopérabilité, c'est exactement la question qui s'est posée il y a 30 ans avec l'EDI. Et pourquoi GenCode a été créé pour créer des codes barres? C'était un problème d'échange de données informatisées et comment on allait pouvoir transmettre l'information. Donc il fallait trouver un opérateur qui joue ce rôle de coordination des acteurs. Encore une fois, on est sur la coordination, de coordination des acteurs pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait cette interopérabilité. Non, je rejoins ce que vous avez dit. Nous, on a concrètement le problème d'interopérabilité dès qu'on va faire du transfrontalier, par exemple. Dès qu'on va faire de la livraison transfrontalière, on va se retrouver avec une étiquette sur le colis de la poste française pour sortir du territoire, puis une étiquette de la poste chinoise qui n'a pas du tout la même forme, que si je flash, ça remonte pas pareil dans mes systèmes et je suis pas capable de de restituer l'information à mon client parce que les deux étiquettes ne sont pas faites pareil. Donc oui, il y a un vrai sujet d'interopérabilité dans le e-commerce et j'y travaille en ce moment même avec GS1 sur ces sujets-là. Donc oui, il faut qu'il y ait des acteurs comme ça qui nous permettent de fédérer un peu et d'avoir des réflexions sur ce genre de problématiques. Oui, bonjour. J'ai plus moi une question par rapport au consommateur final. Et ce que vous avez dit par rapport à la Redoute, le fait d'avoir un client qui au bout du compte décide je vais pas me faire livrer chez moi mais plutôt à mon bureau et de choisir à la dernière minute de changer. Est-ce que ce tout de suite et où je veux quand je veux, il n'y a pas aussi une pédagogie où le côté le client est roi, il y a des limites à l'accepter? Alors j'ai mon avis personnel et mon avis de professionnel sur la question. Dans mon avis personnel, c'est effectivement on répond à tous les caprices du client et que on n'a pas tous besoin d'avoir sa paire de chaussettes 2 heures après et que ou son canapé, parce que nous on fait aussi du meuble et on se retrouve à devoir livrer du meuble en 48 heures parce que les clients nous le demandent. Donc d'un point de vue personnel, je dirais que oui, le client devient capricieux. D'un point de vue professionnel, on en a parlé. Malheureusement, on a l'ogre Amazon en face et nous, on se rend compte que sur des produits, on ne va pas se distinguer par du style ou des produits qui sont des produits interchangeables qu'on peut acheter à la fois sur la Redoute et sur Amazon. Malheureusement, le client il va avoir tendance à commander plus quand je vais lui proposer d'avoir son produit plus vite ou quand je vais lui proposer de pouvoir changer 14 fois son adresse de livraison. Donc c'est pas très rationnel économiquement. C'est pour ça que nous, et c'est ce qui fait aussi, c'est pourquoi les Galeries Lafayette ont racheté, c'est qu'il faut qu'on construise une autre forme de commerce et qu'on arrive à partir d'une base magasin à une base e-commerce à personnaliser la relation différemment. Et à se différencier d'Amazon sur nos produits, sur la personnalisation de la relation. Mais aujourd'hui, sur des produits de première commodité ou des produits textiles interchangeables, malheureusement, la Redoute dans le e-commerce est en concurrence avec Amazon et on est obligé de s'adapter pour répondre aussi bien qu'on puisse le faire avec les moyens financiers qu'on a qui sont moins profonds qu'Amazon, mais on est obligé de tendre vers ça. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver des solutions innovantes où on va travailler avec des startups pour avoir des moindres coûts, on va faire
on va faire pas mal de POC pour essayer de réduire les coûts, mais enfin, on voit qu'il y a une vraie appétence de nos clients et que on se rend compte que les clients transforment moins, comme on dit dans le e-commerce, transforment moins si je leur propose pas une multitude de services de livraison, dont des services de livraison ultra rapides. Ouais, c'est vrai que tous les retailers aujourd'hui, quand on leur pose cette question, ils disent en gros j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, alors il y a un peu de fébrilité, hein, c'est aussi ça, mais c'est vrai que de dire non aux clients, c'est quelque chose de aujourd'hui très compliqué. Alors il y a plein de sujets là-dessus. Est-ce que ce que je vends est comparable avec les autres? Parce que ça c'est le premier point de départ. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je suis en comparabilité totale de produits, je suis sur une guerre des prix et sur une guerre de temps. Après, quand on interroge, enfin, il y avait la FEVAD a fait une étude il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est pas la FEVAD, mais c'est pour le compte de la FEVAD, une étude il n'y a pas très longtemps, qui est de dire, en réalité, qu'est-ce qu'attend le consommateur? Et en fait, on se rend compte qu'en final, il attend plus une fiabilité, un suivi de son produit, savoir où il en est, que l'hyper-urgence. Alors après, quand on le fait au quotidien, on peut se comporter autrement, mais il y a quand même ce sujet-là. Et après, du coup, ça pose la question de ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je disais tout à l'heure, c'est sûr que on a intérêt en termes de messages, mais c'est aussi, il faut qu'il y ait des raisons pour faire ça, que le consommateur ait plutôt intérêt de privilégier des choses assez stables ou de venir chercher des produits en point de retrait ou en magasin plutôt que de le voir changer au dernier moment, parce que là, pour le coup, ça pose énormément de problèmes et ça augmente le risque d'erreur aussi hein, en termes de finalisation et donc d'insatisfaction. J'aurais une question pour l'ensemble des acteurs en fait. Finalement aujourd'hui, face à cette exigence des consommateurs d'un service le plus poli possible, policé, le plus personnel possible, le plus rapide, performant, et aussi quand on entend très souvent que des plateformes, des marketplaces vont outsourcer toute leur logistique aux producteurs, comment réconcilier cette cette accession du tiers à la logistique avec ce besoin de service toujours plus exigeant? Alors, quand vous parlez d'outsourcing, c'est quoi? De remonter l'obligation, enfin la supply chain aux fournisseurs d'origine, c'est ça? Ouais, ce qui était déjà le cas avant. Hein, qui livre, ouais. Je dirais que moi je ne sais pas répondre à ça, mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais que monsieur a abordé un peu, qui est le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'au-delà de la problématique de tout ce qu'on vient de se dire en termes de réponse au client final, qui lui-même a quand même plutôt tendance à vouloir acheter toujours moins cher, et le monde du net et du digital a quand même une vraie tendance à baisser les marges, enfin, à avoir la logique de comparabilité prix, etc. La question qui se pose, c'est surtout qu'en fait, pour regagner de la marge, le distributeur, il veut tendre le cou à son fournisseur et les deux veulent tordre le cou à son prestataire de service. Et en fait, la réalité, c'est qu'on travaille pas assez souvent pour recréer de la valeur. On travaille encore assez souvent pour sauver sa peau. Donc la logique, elle est là aussi de réinventer autre chose qui est une logique plus collaborative pour en final recréer de la valeur, souvent en faisant payer plus cher le consommateur final quand même, mais pour qu'il paye plus cher, il faut qu'il y ait des raisons de le faire. Et donc c'est aussi, à la fin, c'est quoi ma proposition d'offre en termes de produits et de services. Je ne réponds pas totalement à votre question, mais en tout cas, en termes de chaîne de valeur, il y a un sujet de cette nature-là. Nous, sur votre question, l'entrepôt dont je parlais tout à l'heure, on l'a fait le plus standardisé possible. Justement, aujourd'hui, on ne le fait pas, mais avec une capacité d'extension qui nous permettra de stocker et de répondre à la logistique pour les gens qu'on vend en marketplace aujourd'hui sur notre site. Donc, nous, on est vraiment dans cette logique-là. La marketplace aujourd'hui, c'est une expérience client qui est assez difficile quand on commande sur la Redoute, mais parce que c'est stocké et expédié par chacun des partenaires avec qui on travaille, et on n'a pas la maîtrise de ce stock et de cette expédition, et derrière, on revient à la donnée, mais on a peu de maîtrise de la donnée parce qu'on est dépendant qui nous remonte bien les données sous les bons systèmes, et donc les clients sont parfois complètement perdus, et notre call center aussi, dès lors qu'il y a des commandes chez certains vendeurs qui sont en marketplace chez nous. Donc nous, l'optique qu'on
qu'on a choisi et qu'on mettra peut-être en place dans les années futures, en tout cas on s'en est donné la possibilité, c'est vraiment d'arriver à faire la prestation complète et que notre entrepôt il puisse stocker des produits La Redoute, des produits que La Redoute achète chez d'autres marques, mais aussi des produits que d'autres marques nous confient, et donc que l'expérience d'achat soit sans couture pour le client et qu'on soit garant de bout en bout de de tout ce qu'on vend sur notre site internet. Donc nous on est vraiment dans une logique qui est de réinternaliser quelque part, à long terme, d'essayer de réinternaliser une partie des flux. Comme vous avez dit tout le monde, je répondrai également, même si je ne suis pas directement concerné, mais effectivement il y a une tendance lourde à mon sens pour qu'on se retrouve à avoir des opérateurs qui offrent un niveau de service déjà bon, qui viennent intégrer des fournisseurs périphériques, leur permettant de bénéficier de ce niveau de service et leur offrant également une opportunité au travers d'Internet d'un peu plus de visibilité. Donc on va plutôt vers l'intégration marginale, mais là aussi avec de la création de valeur, de l'intégration marginale de fournisseurs avec des quantités qui sont moindres, sur un modèle qui est déjà existant, qui est déjà robuste. Et ça, c'est, à mon avis, c'est un modèle qui devrait continuer à fonctionner de cette manière-là. Rapide retour sur ce que vous disiez sur la visibilité des clients sur des livraisons en cours. Il y a quelques années de ça, c'est même pas tout récent, mais 3-4 ans, un directeur des opérations, alors je ne me souviens plus du nom de l'entreprise, mais un équivalent en vente privée, expliquait, donc directeur des opérations en charge des activités de distribution dernier kilomètre, expliquait qu'à ce moment-là, déjà, il était en train de référencer les sous-traitants qui n'étaient pas capables, d'un point de vue digital, de fournir de l'information de là où ils en étaient de leur circuit de distribution. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est sur une logique quand même de marche en avant très forte, de partage de l'information et de donner le maximum de visibilité, parce que de toute façon, un client qui sait où on en est un client qui acceptera davantage des imperfections sur la partie distribution kilomètre final. Merci à toutes et tous.